Quelque part, à Atlanta, dans un coffre-fort blindé, protégé comme une arme nucléaire, repose, soi-disant, le plus grand secret du monde des affaires, la formule de Coca-Cola. Sauf qu'il y a un problème. Cette formule est disponible en 2 clics sur Internet. Le vrai secret de Coca-Cola n'a jamais été dans une bouteille. Il est ailleurs et il est beaucoup plus dérangeant. Pour comprendre, il faut remonter à un homme brisé par la guerre. Dans les années 1880, aux États-Unis, la médecine officielle inspire de moins en moins confiance et des remèdes miracles envahissent le marché, des mixtures à base d'alcool et de cocaïne vendues comme des cures universelles. Un ancien soldat, gravement blessé au combat et devenu dépendant à la morphine pour supporter la douleur, découvre l'une de ces potions. Il s'en persuade qu'elle a guéri sa dépendance. En réalité, elle contenait simplement du vin et de la cocaïne, de quoi faire sentir n'importe qui mieux temporairement. Cet homme, chimiste de formation, décide de fabriquer sa propre version. Il l'appelle French Wine Coca. Le problème, c'est le timing. 1 an après son lancement, la prohibition frappe les États-Unis. Il doit retirer le vin de sa recette. Ce qui reste a un goût amer. Alors il compense avec une quantité massive de sucre. Son comptable lui trouve un nouveau nom, une allitération qui sonnera bien, Coca-Cola. Le nom n'est pas un hasard, contrairement à ce que l'entreprise affirmera pendant des décennies. Il fait directement référence à ces 2 ingrédients d'origine, la noix de cola, qui contient de la caféine, et la feuille de coca, qui contient de la cocaïne. Mais le produit se vend mal. Des centaines de potions similaires inondent déjà le marché. Rongé par la douleur et la dépendance, l'inventeur meurt en 1888, sans jamais savoir ce que sa boisson allait devenir. Il l'a vendue de son vivant pour à peine 2000 $ à un homme d'affaires impitoyable qui va tout changer. Ce nouvel homme comprend une chose que son prédécesseur n'avait jamais saisie. Le produit n'a jamais été le problème, c'est le message qui compte. Il abandonne l'argument médical et repositionne la boisson comme un plaisir accessible à tous. Il tapisse les villes d'affiches, peint le logo sur des granges, distribue des coupons gratuits aux meilleurs clients des pharmacies locales, pariant qu'un premier verre offert créerait un client à vie. Il paie des célébrités pour apparaître avec la boisson en main. Il associe la marque au Père Noël, ancrant dans l'esprit des enfants un lien affectif entre les fêtes et une bouteille. Rien de tout cela ne semble spectaculaire aujourd'hui, mais à l'époque, cette entreprise invente littéralement les codes de la publicité moderne. Puis vient une décision qui va, sans le vouloir, construire un empire mondial. 2 avocats proposent d'embouteiller la boisson à leurs propres frais et risques. Convaincu que l'idée est vouée à l'échec, le dirigeant signe un contrat pour la somme symbolique d'$1, sans limite de durée, sans clause de révision des prix. L'embouteillage devient un succès colossal. Des décennies de procès s'en suivront, l'entreprise dépensant des millions pour tenter de racheter des droits qu'elle avait cédés par excès de confiance. Vient ensuite la Seconde Guerre mondiale et ce qui restera l'un des coups de génie marketing les plus audacieux de l'histoire du commerce. Quand le sucre est rationné, l'entreprise obtient une exemption en arguant qu'elle est un produit essentiel au moral des troupes, un lobbying si efficace qu'un de ses cadres se retrouve nommé au comité même chargé du rationnement. Son président promet publiquement que chaque soldat américain, où qu'il se trouve dans le monde, pourra obtenir une bouteille pour 5 centimes, quel qu'en soit le coût pour l'entreprise. Elle perd de l'argent sur chaque bouteille vendue à ce prix, mais en coulisses, le gouvernement finance la construction de dizaines d'usines d'embouteillage sur plusieurs continents, officiellement pour soutenir le moral des troupes, en réalité pour financer l'expansion internationale de la marque sur fonds publics. Les soldats, reconnaissants, deviennent malgré eux les meilleurs ambassadeurs de la marque partout où ils sont déployés. Aujourd'hui, seuls 2 pays au monde ne vendent pas ce produit. Mais l'histoire a une face plus sombre. Pendant que l'entreprise se présentait comme patriote aux États-Unis, sa filiale allemande vendait la même boisson au régime nazi jusqu'à ce que les restrictions de guerre coupent l'approvisionnement en sirop. Le dirigeant de cette filiale a alors demandé à des chimistes locaux de créer une alternative à partir de restes de production alimentaire.
Cette boisson de fortune deviendra plus tard mondialement connue sous le nom de Fanta. À la fin de la guerre, les profits sont rapatriés au siège et l'homme qui l'a créé reçoit une promotion. Dans les décennies suivantes, l'entreprise perfectionne une stratégie qu'un de ses propres cadres marketing résumera un jour sans détour. Il est bien plus facile de fidéliser un client dès son plus jeune âge que d'essayer de le convaincre une fois adulte. Des contrats d'exclusivité sont signés avec des écoles sous-financées, leur versant des sommes conséquentes en échange du droit exclusif de vendre leurs produits aux enfants, empêchant même l'introduction de jus de fruits dans les distributeurs. Des jouets pour enfants, des voitures miniatures, des apparitions dans des films grand public financés en sous-main, autant de façons de contourner les règles interdisant la publicité directe aux mineurs. Puis arrivent les données. Des études montrent qu'une seule boisson sucrée supplémentaire par jour augmente de 60% le risque de surpoids chez un enfant. D'autres révèlent qu'une exposition précoce au sucre conditionne une dépendance qui dure toute une vie. Face à cela, l'entreprise adopte une stratégie déjà rodée par l'industrie du tabac. Plutôt que de débattre des politiques publiques, il suffit de semer le doute sur la science elle-même. Des centaines de milliers de dollars sont investis dans des études commanditées qui, sans surprise, minimisent systématiquement le lien entre soda et obésité, sans jamais divulguer qui les finance. Les controverses s'accumulent ailleurs dans le monde. En Belgique, des enfants tombent malades après avoir consommé le produit, entraînant un rappel massif. En Inde, des usines sont accusées d'avoir contaminé les nappes phréatiques et empoisonné les terres agricoles environnantes. Des tests indépendants révélant des traces de pesticides dans le produit fini. Au Mexique, un président, ayant auparavant dirigé la filiale locale de l'entreprise, accorde, une fois élu, des dizaines de concessions d'eau à son ancien employeur dans des régions où les habitants dénoncent une raréfaction dramatique des ressources. En Colombie, une campagne internationale accuse des filiales d'embouteillage d'avoir toléré, voire orchestré, des violences contre des dirigeants syndicaux, plusieurs ayant été tués, après avoir tenté de s'organiser pour de meilleures conditions de travail. Et pourtant, rien de tout cela ne fera jamais autant de bruit que ce qui va suivre, un événement resté dans les mémoires, comme l'une des plus grandes leçons de marketing jamais données. Dans les années 1970, un concurrent lance un test à l'aveugle, 2 gobelets, un produit dans chacun, sans indication de marque. À chaque fois, les consommateurs préfèrent légèrement l'autre boisson. L'entreprise historique observe pendant des années ses parts de marché s'éroder lentement. Alors elle prend une décision inimaginable. Changer la formule elle-même, juste avant son 100e anniversaire. Le chaos est immédiat. Des milliers d'appels et de lettres affluent chaque jour, certains suppliant qu'on leur rende l'ancienne recette, d'autres furieux qu'on ait osé y toucher. Les tests en aveugle avaient pourtant montré que la nouvelle formule était préférée, y compris face à la concurrence. Mais le goût n'avait jamais été le vrai sujet. Ce que les gens réclamaient n'était pas une saveur, c'était un souvenir, une habitude, un repère familier dans un monde qui change. Sous la pression, l'entreprise capitule et réintroduit l'ancienne recette. Les mêmes personnes qui hurlaient de colère quelques semaines plus tôt inondent désormais l'entreprise de lettres de gratitude, comme si on venait de leur rendre un morceau de leur enfance. Les ventes explosent. Et la formule qu'ils venaient de célébrer avec tant d'émotion était, dans les tests à l'aveugle répétés, celle que les consommateurs plaçaient objectivement en dernière position. C'est peut être la plus grande démonstration jamais faite d'une vérité inconfortable. Une marque suffisamment puissante peut faire préférer aux gens un produit qu'ils apprécient objectivement le moins, simplement parce qu'elle a su devenir, dans leur esprit, bien plus qu'un simple produit.